On retrouvera un débat normal. J'accueille Jean Messia qui était comme un lion en cage en train de regarder de l'autre côté de la caméra et qui voulait intervenir. Jean. Bah oui, parce que je pense que... Alors, je vais surprendre tout le monde. Sur le fond, Florian, t'as raison. Le problème, c'est qu'on peut avoir économiquement et juridiquement raison et politiquement tort. Oui, ça c'est de je sais plus qui. Voilà, c'est de moi. Non, je crois que c'est une particulière. C'est pareil au même. C'est une phrase qu'on étudie souvent en classe de philosophie, ça. Et le problème, si tu veux, c'est que moi, personnellement, comme toi, et comme je pense beaucoup d'entre nous, j'étais contre cette construction communautaire et notamment sur sa dernière phase. J'ai suivi attentivement la mise en place de l'euro pendant toute la décennie 90. D'ailleurs, toutes mes recherches doctorales portent là-dessus. J'avais déjà attiré l'attention sur le fait que ça serait un désastre économique d'avoir une monnaie unique, surtout quand on n'a pas de budget commun. Mais le problème, c'est que si tu veux sortir de l'euro et si tu veux sortir de l'Europe, quand tu vois l'exercice que ça a été pour y rentrer, et la convergence pendant des années avec des jalons, avec des critères pour construire cette unité, tu peux pas comme ça du jour au lendemain dire je m'en vais. D'abord parce que si tu proposes ce programme aux Français, les Français qui ont été traumatisés par le passage à l'euro, c'est-à-dire par le changement de monnaie, on va dire ça les choses clairement, je ne suis pas sûr que politiquement ils aient envie de revivre la même expérience. Et si on veut le faire, de toute façon, tu pourras pas échapper à l'idée qu'il faut d'abord, et là je rejoins ce qui était en train d'être dit, il faut d'abord aller au bras de fer avec nos partenaires, parce que je pense qu'aujourd'hui nos problèmes ne viennent pas de notre incapacité à imposer des choix nationaux. C'est-à-dire que pendant les 20 dernières années, pendant que l'Allemagne construisait, pendant que la France construisait l'Europe, l'Allemagne construisait l'Allemagne. C'est ça la vérité. Non, mais l'Allemagne, c'est pire que ça. L'Allemagne utilise l'Union européenne. L'Allemagne utilise l'Union européenne contre nous. Alors, je vais te donner un exemple. Je vais juste te répondre là-dessus parce que tu as fait une phrase intéressante sur l'euro. Si vous êtes contre ça, si vous estimez que c'est une catastrophe, alors ayez le courage de vous battre pour que les Français aillent vers le Frexit. Parce que vous savez pourquoi les Français... mais ça se passera pas comme ça. Non, attends, t'en sais rien, genre. L'histoire n'est que la somme de nos volontés, de nos actions. Et ça a toujours été comme ça. Ça s'applique aussi à l'euro, si évidemment... On commence par appliquer ça à l'Europe. Tous les patriotes français baissent la tête. Par politiquement, médiatiquement correct, mais par peur d'une réaction éventuelle de l'opinion qu'on ne peut pas estimer. Mais c'est pas du tout ça. Si, c'est ça. Malheureusement, c'est ça. Si tu vas... Alors, ayez le courage d'aller au bout. Non, mais Florian... Voilà. Non, mais c'est très important ce que je suis en train de dire. Laisse-moi finir. Ouais. Si vous estimez que c'est une catastrophe, à plein de points de vue, et là-dessus, on est d'accord, alors expliquez aux Français ce qu'il faut faire pour en sortir et retrouver un pays libre. Arrête. Parce que si vous ne leur expliquez pas, les Français auront le sentiment qu'il y a une gêne, un embarras et une peur à avoir. Il n'y en a pas à avoir. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Là-dessus. Non, il n'y a pas de fixette. Si. Je vais t'expliquer. Non, la question de la souveraineté, c'est pas une fixette, c'est la question de base de la politique. Non, je sais bien. Si tu n'as pas de souveraineté, tout ce qu'on fait, c'est du théâtre. D'accord, ok. Et d'ailleurs, on le voit, ça fait 20 ans que la vie politique française, c'est du théâtre. Alors parlons. C'est juste du théâtre. Parlons concrètement. Tu me permets de parler concrètement? Mais il y a plein d'économistes qui ont travaillé sur la sortie de l'euro. Je suis économiste et j'ai travaillé sur la sortie de l'euro. Jacques Sapir. Il y en a plein qui ont bossé sur un plan de sortie. Non, mais Jean, juste réponds sur. Il faut que les auditeurs entendent ça, ou les téléspectateurs. On peut retrouver une monnaie nationale. Moi, j'ai fait 10 000 travaux avec des spécialistes là-dessus. Ça se fera beaucoup plus vite que tu ne le penses et ça se fait très... Ça peut pas se faire unilatéralement, c'est pas possible. Bien sûr que si. Ça bien sûr que si. Et les Français en veulent pas. Il n'y a pas un coût énorme. Personne ne votera pour ça. Attends, j'ai ce qui se passait. Excuse-moi. Ça veut dire qu'avec une monnaie nationale, pendant 20 ans, on a eu exactement le même chaos. Parce qu'on l'a fondé déjà dans l'euro. Donc ça veut dire que la souveraineté... C'est la preuve de ce que je dis. Parce que, en fait, le problème, c'est que la politique de la France ne se fait pas à la corbeille. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu changes l'instrument... Ça, c'est De Gaulle. Oui, exactement. C'est pas parce que tu changes d'instrument monétaire que tu changeras la politique qu'il y a derrière. Croire que c'est juste un changement de nom, c'est très naïf. Je sais que... Je t'ai dit que déjà, il faut commencer par nationaliser les élites françaises avant de nationaliser la monnaie. Je suis d'accord là-dessus. Voilà. Je pense, mais je vais même te dire un truc. Je pense que l'Union européenne et la fuite en avant, c'est un symptôme de quelque chose. C'est un symptôme du renoncement national qui date de bien avant même 1957. C'est un renoncement national profond. Exactement. Il faut une feuille de route. C'est-à-dire que si demain tu as un gouvernement, un président national avec une boussole nationale qui est dédiée à la défense de l'intérêt de la France, si tu dis avant l'élection que si tu es élu, tu vas sortir, tu ne seras jamais élu. Parce que tu as des forces économiques, et tu le sais très bien, qui vont s'exciter dans l'entre-deux tours. Et d'ailleurs, on avait déjà commencé à entrevoir ce phénomène. En 2017, nous étions dans le même parti à l'époque. S'excite déjà. Oui, attends. Si tu dis, on va sortir de l'euro si je suis élu, tu vas avoir
d'abord, le système en place ne fera rien pour éviter le désastre. Et il aura tout fait. Si tu ne le dis pas, tu sais très bien qu'il ne le fera pas, Jean. Et il aura tout fait de dire, regardez, ces gens-là sont même pas encore au pouvoir, c'est déjà le bordel. Je garantis. Et donc tu ne gagneras pas. Par contre, si tu y vas, t'as pas ça pour programme, et tu dis, je veux défendre l'intérêt de la France en l'état actuel de l'appartenance de la France aux institutions. Et après, tu vas à Bruxelles, tu dis par exemple, moi je veux plus de quotas de migrants chez moi. Bruxelles va te dire, bah t'as pas le droit de le faire. Tu vas dire, je vais le faire quand même, qu'est-ce que tu vas faire? Le système auquel nous appartenons aujourd'hui a fait l'objet d'une construction de plusieurs années, d'une convergence et d'un accord entre plusieurs pays. Donc il faut à minima, pour en sortir de manière ordonnée et non chaotique, pour limiter les conséquences néfastes, Pour limiter les conséquences néfastes, il faut déjà tester jusqu'où le système peut aller. Qui sait? Peut-être que demain, tu auras des majorités patriotes nationales dans les autres pays européens avec lesquels il y aura moyen, dans une forme de convergence inversée. Mais on n'a pas le temps d'attendre 50 ans de ton hypothétique calcul d'un alignement des planètes que tu n'auras pas. Mais parce que tu peux pas. Non mais attends, quand tu étudies... Tu crois qu'il y aura 27 pays avec une majorité messiaïste demain? J'ai étudié la majeure partie des cas où des zones européennes ont explosé. Je peux te dire que ça fait très mal. Ça fait très mal. Qu'est-ce qui fait mal? Le fait que tout le système monétaire d'une zone... La Tchécoslovaquie a mis... Ils étaient d'accord. Ils ont mis deux semaines pour récupérer leur monnaie nationale. Ils étaient d'accord. T'as pas une union monétaire dans l'histoire du monde qui a tenu. Ils étaient d'accord. Ça a toujours explosé. Ils étaient deux. Oui, je sais, ça, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Alors préparons-le. Je suis d'accord avec toi. Préparons-le. Mais on le prépare pas en annonçant... Et c'est pas que l'euro dont je te parle, c'est tout le reste. En fait, le problème, c'est que économiquement, tu as des anticipations, tu as des phénomènes de marché, des comportements moutonniers qui font que si tu annonces que tu récupères une monnaie nationale dans un programme politique, on te laissera jamais parvenir, parce que tu vas faire élire des gens qui ne le feront pas. Tu vas précipiter une catastrophe que tu n'auras pas les moyens de contrecarrer parce que tu ne seras pas au pouvoir à ce moment-là. Mais si, c'est une discussion qui peut durer une journée. En fait, l'idée c'est quoi? C'est que je suis d'accord sur l'objectif de récupération et de la souveraineté et de la restauration de l'identité. Alors, il faut le faire avec des gens qui le veulent. Mais nous ne sommes pas d'accord sur les voies et moyens pour y parvenir. Parce que tu pars... Non mais oui, je comprends ton histoire, mais tu pars comme d'un présupposé qui est que Bardella ou Marine Le Pen le ferait. Non, pas du tout. Je n'ai pas cité sur leur nom. Alors qui? J'ai pas cité leur nom. Alors qui? Éric Zemmour, par exemple. Ou moi. Tu vas être candidat, c'est ça? Non. Non, mais attends. Avec Éric Zemmour. Oui, mais enfin, bon, Éric Zemmour non plus ne le fera pas. Mais qu'est-ce que tu penses? Il a dit lui-même. Je crois qu'il a dit sortir de l'euro, ce serait plus grave que de rester dans l'euro. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Mais c'est au jour. Il dit ce que dit Jean Messia. C'est ce que je te dis. Et moi, je pense qu'un projet pareil. Je te dis qu'avant, il y a de la cohérence. Le projet, tu seras jamais au pouvoir. Un projet pareil, tu le fais avec l'assentiment du peuple français. Il faut pas les prendre de biais comme ça. Faut pas le faire après, ça commencerait mal. Tu le dis pas pendant la campagne, mais tu le fais quand même. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est déjà un manque de respect pour les électeurs français. Ah oui, mais qu'est-ce qu'il a fait de Gaulle? Moi, je n'ai pas peur de la 57. Moi, je n'ai pas peur. Est-ce que de Gaulle en 57 a dit aux Français on va sortir de l'Algérie? Il aurait jamais été élu sur ce programme. C'est quand même pas la même chose. Ah bah si, c'est pareil. C'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Ne fais pas dévier la conversation. Je te dis que je mets face à vos incohérences. Non, ton incohérence. Tu dis je suis pour la sortie de l'OTAN et tu défends un parti qui aurait resté. Je t'ai pas dit ça. Je t'ai dit. J'ai commencé par l'Algérie. Tu m'as pas répondu. Je t'ai dit de Gaulle en 50. T'avais un million de pieds noirs, tu les gères pas de la même manière. Ça a rien à voir l'Algérie, mais ça a tout à voir avec l'OTAN. Je pense que l'Algérie, vu la complexité de la question... Je parle de question de souveraineté. Et bah justement, la question de l'Algérie est sur le plan de la complexité à peu près équivalente, sur un autre plan j'entends, que la question de l'Union Européenne et de l'euro. Qu'est-ce qu'il a dit de Gaulle en 57? Si de Gaulle en 57 avait dit « Votez pour moi, je sors de l'Algérie », il n'aurait jamais été élu. Tu sais pas ce qu'il pensait en 57? Il a dit il a été élu en 58 par un collège de grands électeurs et pas par les Français. Je pense sincèrement que de Gaulle en 58 ou 58, enfin non, plutôt 57, voulait que l'Algérie reste française. Mais il s'est dit « Je garde en tête l'idée que je peux en sortir ». Non, oui. Justement, c'est exactement cette stratégie que nous voulons appliquer. C'est-à-dire que nous avons l'indépendance en tête, évidemment, parce que nous sommes des souverainistes convaincus, mais il y a une réalité qui s'impose à nous. On ne peut pas en faire abstraction. Tu ne peux pas d'un trait de plume dire sortir, ces 40 dernières années, il n'y a rien eu. Et nous arrivons comme ça, historiquement, dans un monde désertique où nous décidons ce que nous voulons. Non. Il y a des réalités à prendre en considération avant d'arriver là. En tout cas pour le système incarné par Emmanuel Macron, l'immigration n'est pas un problème, c'est un projet. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, sa volonté, c'est pas de virer les étrangers, même illégaux, et c'est certainement pas de limiter non plus l'immigration.
Tu as rappelé les chiffres, 1 demi-million d'étrangers légaux chaque année. On est donc tous les 5 ans à l'équivalent de la capitale de la France en population qui s'installe chez nous. Donc moi j'aimerais bien d'abord qu'on m'explique comment avec de tels chiffres et avec une telle massification de l'immigration, comment les gens ne voient pas qu'il y a un remplacement de population. Et juste insécurité, islam, est-ce que tout est relié? Ah bah c'est sûr que quand vous avez sur les 500 000 personnes qui arrivent chaque année, vous avez une très grande majorité qui arrive du continent africain, donc du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne et de pays asiatiques aussi, enfin situés sur le continent asiatique, qui sont plutôt des pays à majorité musulmane. Donc on va dire que la majorité des immigrations qui arrivent en France est musulmane. Donc évidemment qu'on ne peut pas séparer la question de l'invasion migratoire et la question de l'islamisation de la France, qui se fait d'ailleurs pas seulement par l'immigration, elle se fait aussi par la démographie, par les deux. En matière migratoire, si vous voulez, le problème c'est que on nous a très longtemps expliqué qu'il y avait une impuissance de la volonté. C'est-à-dire qu'on veut mais on ne peut pas. On nous présente d'ailleurs encore aujourd'hui l'immigration comme si c'était un phénomène météorologique. On vous parle de réfugiés climatiques, on vous parle de frontières qui ne peuvent rien arrêter parce qu'elles n'existent pas. C'est presque, quand on parle d'immigration, j'ai l'impression de revenir à une conception pré-newtonienne de la politique. Celle où la nature nous dominait et comme si la politique et la souveraineté et les outils de souveraineté n'avaient aucune prise sur ce qui pourrait être comparé à un cyclone ou à une tornade ou quelque chose contre laquelle on ne peut rien faire. Et puis, on est passé ensuite, je pense, à la volonté d'impuissance. Donc on est passé de l'impuissance de la volonté à la volonté d'impuissance. C'est-à-dire, on ne veut plus rien faire. On est impuissant à faire et on veut être impuissant parce qu'on considère que c'est un bienfait, on considère que ça régénère les vieilles nations européennes, on considère que y a des emplois vacants qui ne peuvent être occupés que par les étrangers. Enfin, toutes les raisons sont désormais données pour nous expliquer qu'il vaut mieux ne rien faire et qu'au contraire, c'est un bénéfice. Moi, je crois que toutes ces explications sont mensongères. D'ailleurs, on ne peut pas dire que si l'immigration était une richesse et une chance pour la France, et d'un autre côté, les mêmes nous disent que la France décline. Je ne comprends pas comment on peut accueillir des millions de richesses tous les ans et en même temps assister au déclin de la France. Enfin, on m'explique un peu ce paradoxe. René, je vous vois rigoler. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que sur l'argument économique, je vais faire vite, on nous dit il y a 500 000 emplois vacants, les emplois que les Français ne veulent pas faire. Sauf que le taux de chômage des étrangers extra-européens en France est 2,5 fois supérieur à la moyenne nationale. D'où il vient qu'il y a des étrangers qui ne veulent pas non plus, eux, faire les emplois que les Français ne veulent pas faire. Donc, alors moi, je veux bien que les étrangers qui sont à l'étranger veulent occuper des emplois que les étrangers qui sont chez nous ne veulent pas occuper, mais dans ce cas-là, il faut faire comme Sarkozy avec son non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2. Si vous faites venir un étranger... Non-remplacement d'un immigré sur 2. D'une immigration de 3 immigrés pour 1. C'est-à-dire que si dès qu'on en reçoit un, on en revire 2. On en vire 3. 3 voilà. Okay. Et comme ça, si vous voulez... C'est validé. Voilà. Mais en fait, alors, blague à part, ça ne résoudrait même pas le problème parce que pourquoi, finalement, les entreprises embauchent des clandestins? S'ils embauchent des clandestins, c'est pas nécessairement parce qu'ils trouvent pas de demandeurs d'emploi prêts à satisfaire. Ils ne trouvent pas de salariés à ces salaires-là. On l'oublie Payé souvent. au noir 400 € par mois au lieu de 1200. C'est-à-dire que si vous proposez à un type de travailler comme un chien du matin au soir à 1200 €, il préfère rester chez lui, surtout quand on a un système d'État-providence aussi généreux, il préfère rester chez lui plutôt que de se lever le matin et d'aller travailler en gagnant peut-être 50 € de plus, voire parfois en gagnant moins qu'en restant chez lui. Mais donc, attendez, je termine là-dessus. Donc qu'est-ce qu'il faut... En fait, le problème c'est quoi? C'est que vous faites venir des clandestins. Et donc vous dites, les clandestins travaillent depuis 3 ou 4 ans, donc il faut les régulariser. Mais si vous les régularisez... Ils sont plus intéressants. Ils basculent dans la légalité. C'est-à-dire dans la légalité salariale et dans le respect du code du travail. Donc ils deviennent aussi peu intéressants
que ceux qui étaient déjà là et qu'on a refusé, enfin en tout cas qui refusent de s'embaucher. Donc en fait, ce qu'on nous propose, c'est-à-dire de régulariser à chaque fois un clandestin sous prétexte qu'il travaille, c'est en réalité un tonneau des Danaïdes de la régularisation de la terre entière. Ce qui est absolument, moi, ce qui me sidère, c'est que lorsque il s'agit de pointer la surreprésentation évidente de certaines immigrations dans les statistiques de la criminalité et de la délinquance, les gens de gauche et les progressistes vous sautent à la gorge en disant mais on n'a pas de statistiques ethniques. Je ne dis pas que c'est votre cas, hein, non, mais non, quelque part c'est un peu votre argument. Ah, et on dit... Non, c'était le début de mon raisonnement. Vous n'avez pas commencé à réfléchir rapidement. En fait, d'accord, très bien, il n'y a pas de statistiques ethniques. Mais dans ce cas-là, s'il n'y a pas de statistiques ethniques, c'est le cas, comment peut-on affirmer que la France discrimine les Noirs et les Arabes ? De quelles statistiques ethniques est-ce qu'on dispose pour pouvoir avoir une telle affirmation ? Est-ce qu'on est dispensé de statistiques ethniques dès lors qu'il s'agit de cracher sur la France et de considérer que c'est un pays discriminant, raciste, néocolonialiste, etc. Là, c'est open bar, vous pouvez affirmer tout et n'importe quoi sans avoir à le démontrer et en vous dispensant totalement de toute forme d'études statistiques et de statistiques ethniques. Mais, alors on vous dit, oui, mais on fait des testings. Alors ils envoient 3 pleu-pleu devant une discothèque en disant ils ont été refusés, vous voyez, c'est discriminant. Ben moi, je vais... anonymes, mais moi je vais vous le faire le testing. Venez avec moi à la prison de la santé, vous allez voir ce que vos yeux voient. Voilà. Donc si vous voulez, le problème c'est que on peut pas avoir un besoin hémiplégique de statistiques ethniques. Si les statistiques ethniques sont indispensables pour démontrer avec précision la surreprésentation de certaines immigrations dans la délinquance et la criminalité, alors les statistiques ethniques devraient être indispensables avant d'affirmer quoi que ce soit sur les discriminations ou le prétendu racisme systémique que la gauche bavasse à longueur de journée sur les plateaux. Jean Messia, c'est quoi vos projets pour 2025 ? Continuer à défendre la France de manière aussi acharnée que passionnée, dans le seul parti qui aujourd'hui défend la France comme je veux la défendre, c'est-à-dire Reconquête. Mais voilà. Jean Messia, merci beaucoup. On vous revoit pour 2025. Joyeux Noël. Joyeux Noël à vous. Joyeux et Saint Noël.